Bienvenue au Mâche Patate, le podcast éclaté des urbainculteurs où on célèbre l'agriculture urbaine dans toute sa diversité. Des techniques de culture aux projets innovants, en passant par les enjeux et défis du milieu urbain, on réfléchit avec vous, on en jase avec nos invités et on se fait aller Mâche Patate! Bonjour, bienvenue au Mâche Patate, le podcast des urbainculteurs, un organisme à but non lucratif basé à Québec qui fait la promotion du jardinage et de l'agriculture urbaine depuis 2009. Je m'appelle Marie-Hélène Dubé, je co-anime Mâche Patate avec ma collègue Marie-André Asselin. Salut! Salut Marie-Hélène! Marie-André, dis-moi donc, qu'est-ce qu'on aborde aujourd'hui? Aujourd'hui, Marie-Hélène, on avait envie de prendre un pas de recul puis d'aller chercher plus une vision d'ensemble en agriculture urbaine. On va parler avec quelqu'un qui consacre son temps à faire de la recherche et de la consultation à propos, entre autres, de l'agriculture urbaine et des changements climatiques. À travailler depuis autant d'années à mieux comprendre les pratiques se rattachant à l'agriculture urbaine ainsi qu'à leurs impacts, il y a certainement bien des choses intéressantes à nous dire. Oui, puis j'ai bien hâte de connaître la vision qu'il a des pratiques actuelles, mais aussi peut-être de ce qui se dessine pour le futur. Alors, on accueille Éric Duchemin, qui est directeur scientifique et président de AULab, professeur associé à l'Institut des sciences de l'environnement à l'Université du Québec à Montréal, ainsi que communicateur scientifique parmi les nombreux chapeaux qu'il semble porter. Donc, bonjour Éric, bienvenue à Mâche Patate. Bonjour. Est-ce que tu pourrais te commencer par nous faire un petit résumé de ton parcours? Qu'est-ce qui t'a amené à la direction d'AULab? En fin de compte, mon parcours est un peu compliqué et long, parce que j'ai commencé avec la l'océanographie. Okay. Ce qui m'intéressait, c'était dehors, grosso modo. Et les opportunités de la vie m'ont amené en océanographie, donc à travailler sur des bateaux sur le fleuve Saint-Laurent, le golfe Saint-Laurent. Et après ça, j'ai décidé de faire de la géologie. Et tranquillement, je suis monté dans les changements climatiques. Okay. Mais changement climatique veut dire, j'étais expert au GIEC, donc voyage à l'international, pas très environnemental, jamais chez vous. Donc au niveau de la recherche, peut-être que je m'ennuyais et j'adore toucher à plein de choses. Et des rencontres de la vie ont fait que j'ai rencontré Jean-Philippe Vermette dans un café étudiant à l'époque et qui lançait le collectif de recherche en aménagement paysager et agriculture urbaine durable à l'UQAM, donc le CRAPO. Le CRAPO, ouais. Donc un mouvement étudiant qui voulait s'approprier le campus et moi je me disais ça serait le fun de faire une école d'été puis il me dit l'agriculture urbaine. Puis je disais oui puis on peut faire de la recherche en agriculture urbaine, ça fait 11 ans de tout ça. Okay. Et c'est comme ça finalement que j'ai mélanger mon envie de faire de la recherche, de changer le monde, d'être dehors et aussi d'arrêter de voyager à travers le monde à chaque 3 mois. Ouais. Et on a développé comme ça l'agriculture urbaine. C'est multidisciplinaire, on touche à plein de choses, on voit plein de choses, on rencontre des gens merveilleux. Donc c'est un peu comme ça, version courte, que je suis arrivé à l'agriculture urbaine et de fil en aiguille. Au début, on portait ça à notre nom. Tranquillement, on s'est dit, faudrait faire un laboratoire, créer un organisme, structurer quelque chose. Et on a créé le laboratoire sur l'agriculture urbaine, qui est un organisme sans but lucratif, donc une OBNL, qui fait de la recherche, de la formation, de l'intervention et de l'accompagnement en agriculture urbaine depuis 10 ans. On est reconnu internationalement pour ça et on est assez unique parce qu'en plus, on se concentre sur les pays du Nord. Okay. Donc, il y avait beaucoup de monde qui travaillait en Afrique, il y a beaucoup de monde qui travaillait en Amérique du Sud. Et nous, on s'est dit, les gens en Afrique et les gens en Amérique du Sud, ils en connaissent plus que nous. Sur leur propre réalité, ouais. Donc, on a certaines années, on a fait venir à l'école d'été pour qu'ils viennent nous en parler. Lorsqu'on avait certains moyens de subvention et toutes les questions de visa. Et nous, on s'est dit, on va se concentrer sur une réalité où il y a peu de documentation, il y a peu de personnes qui travaillent sur l'agriculture urbaine. À l'époque, voici 10 ans dans le Nord. Ouais. Et donc, on a travaillé là-dessus. Et tranquillement, il y a une communauté qui s'est greffée, donc rendu avec un réseau là aux États-Unis, au Canada et en Europe sur l'agriculture urbaine, mais on reste peu nombreux encore. Oui, mais c'est ça, j'avais demandé quelle ampleur ça avait comme équipe, parce que vous avez l'air de faire quand même beaucoup de recherches. Oui, notre équipe laboratoire, pendant longtemps, on était 2. À un moment donné, on est devenu 3, puis là, on est rendu 15. Okay. Oh, wow. Mais 15 l'été, parce qu'il y en a beaucoup, parce qu'on a des projets aussi, un projet de recherche, mais aussi on a des fermes, on est fermier, donc on est reconnu par le MAPAC comme des fermiers. Donc, on a une ferme de production où on vend nos légumes. Donc, on a une agronome, on a des horticulteurs, on a une horticultrice qui s'occupe de vignes, on a l'éco-pâturage. Donc, là, il y a 3 employés. Il y a la personne qui porte le biquette à Montréal, donc de l'éco-pâturage en ville. Puis, il y a 2 bergers qui sont salariés durant l'été, plus de multiples bénévoles. Donc, c'est ça. Donc, mais c'est une équipe
de entre 5 et 7 personnes de manière stable. Et on peut monter à 15-20 personnes durant l'été. Puis on compte pas les stagiaires et autres chercheurs étudiants qui peuvent se greffer à nous et nos partenaires. Là, on atteint les 50-75. Wow. Donc, ça peut être une grosse organisation avec beaucoup de partenaires au niveau international aussi. Et donc, c'est ça. Donc, c'est un beau réseau, je trouve. Ben oui. Oui. Je prendrais la balle au bon. Tu as parlé des différents projets que vous faites. En fait, quand on cherche souvent sur le AU Lab, ben, c'est le jardin du Palais des Congrès qui sort le plus. Puis je sais que vous faites quand même une multitude de choses sur ce toit-là. Fait que je me demandais si tu pouvais nous parler peut-être de quelques-uns des projets que vous faites, là. Oui. En fin de compte, un de nos lieux forts d'expérimentation de recherche, c'est vraiment sur le toit du Palais des Congrès, qui est un des partenaires du laboratoire au niveau de la recherche. Et c'est un projet qui existe depuis quand même 2011. Nous, on a repris ce projet-là voici 3 ans. Le Palais des Congrès voulait développer autre chose. Nous, on cherchait un nouvel endroit pour expérimenter des nouvelles techniques. Donc, c'est tombé au bon moment. Et un de nos partenaires, la Ligne verte, qui s'occupait du toit, était prêt à laisser l'espace. Okay. Donc, de là, on a repris la culture en bac, en sac. Donc, l'équivalent des sacs en géotextile, les bacs à double fond. Donc, on a continué la production là, mais c'est un toit qui fait 3 hectares. Wow. Bien entendu, on n'a pas accès aux 3 hectares. Okay. On a un niveau. Et là, nous, le premier projet qu'on a mis, c'est vraiment un projet d'expérimentation de culture verticale sur feutre. Okay. Donc là, on a doublé l'espace en faisant ça. Donc, on continue à faire de la recherche. Ça a créé aussi un petit écosystème où on peut faire des événements avec des tables à pique-nique et tout. On reçoit des gens. Et donc, on a une production sur feutre, de fines herbes, de poivrons. Donc, on va tester différentes choses. Après ça, il s'est greffé un vignoble. Donc là, c'est une incubée. C'est une personne qui est venue avec une idée. Puis on trouvait ça l'idée super intéressante de dire, mais on pourrait peut-être verdir les toits avec autre chose que des potagers, avec des vignes. Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça existe? Il y avait audacieux, en tout cas. Il y avait un seul cas qui existait, c'était à Brooklyn, à New York. Le climat est plus clément à New York. Et là, on se dit, on va essayer. C'est un lieu d'expérimentation, le Palais des Congrès. Donc, on a installé 80 vignes dans un terreau aussi qui permet de réutiliser le verre recyclé. Oh, okay. Et là, ça fait 3 ans, les vignes ont tous survécu. Nous devrions faire notre première cueillette de raisin à la fin de la saison pour faire notre premier vin l'année prochaine. Malheureusement, c'est un projet de recherche. Malheureusement ou heureusement. C'est un projet de recherche, ce qui nous évite de faire beaucoup de permis d'alcool, etc., parce que c'est de la recherche, mais ça ne nous permet pas de vendre ni de donner des bouteilles, à part à ceux qui ont participé au projet. Alors, ça va nous faire du vin pour nous qu'on va tester. Mais ce qui est vraiment content, c'est que les vignes ont résisté à 3 hivers. Okay. On voit aussi qu'ils ont 3 semaines l'ouverture des bourgeons se fait 3 semaines plus tôt et aussi la saison se prolonge 3 semaines plus tard, ce qui fait plus chaud en ville. Donc, on espère vraiment d'avoir des qualités avec un bon niveau de sucre pour réussir à faire un vin intéressant. Bien entendu, on utilise des vignes rustiques, semi-rustiques. C'était ma prochaine question. Semi-rustiques qui sont adaptées à nos climats. On devrait essayer cet été, du Vidal. Oui, okay. Donc là, c'est un cépage qui est plus sensible. On verra s'il résiste sur les toits. Pour l'instant, on a Frontenac, Petite Perle, Marquette. On a aussi du Lacadie. Et ça va très bien, vraiment. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? On a fait des tests avec des terreaux, parce qu'un des défis de l'agriculture urbaine, c'est qu'on utilise des terreaux qui proviennent de l'extérieur, sont pas vraiment très environnementales. Enfin, faut se questionner sur nos propres actions environnementales. C'est parce qu'on fait de l'agriculture urbaine qu'on est écologique et environnemental, mais on peut l'être. Alors là, on a vraiment un terreau produit par des ressources ou ce qu'on appelle des déchets en général de la ville, mais c'est quand même des ressources où on a créé des terreaux, puis on a testé avec du piment d'Espelette. Donc, pour voir si ça poussait, ça pousse relativement bien aussi. On a essayé des fraises aussi en hydroponie sur le toit. Pas très bonne idée, pas meilleure condition. Il fait très chaud sur un toit. L'hydroponie n'est pas nécessairement la meilleure chose. Donc, ça, c'est un test. Et actuellement, cet été, on a aussi une productrice de fleurs comestibles. Okay. Donc, incubé, puis on fait des tests pour voir quel genre de fleurs pousse bien sur un toit, sachant qu'il peut faire
60-70 degrés sur le toit. L'année passée, on a mesuré 102 degrés sur la membrane, dans un coin. Faut dire que c'est un angle, oui, ça fait très chaud. On peut faire cuire un œuf. Et on disait aux gens, mettez quelque chose dans vos pieds, marchez pas pieds nus sur le toit. C'est clair. Mais surtout, c'est un coin où il y a un mur qui est complètement argenté, donc ça fait vraiment un four solaire. Donc, c'est ça. Donc là, on veut voir si les fleurs peuvent résister, parce que l'avantage de faire des fleurs comestibles en ville, c'est que c'est près du marché. Les fleurs sont pas une durée de vie très longue, ça se consomme frais. Donc ça, c'est des projets qu'on a actuellement sur Palais des Congrès, mais on prévoit peut-être faire d'autres projets encore. On a 3 hectares pour s'amuser, mais surtout que le Palais des Congrès devrait s'agrandir de 1,2 hectares. Et là, on est en train de les convaincre de faire une ferme de 1 hectare sur le toit. J'allais demander, quand tu disais tantôt que on a une ferme, on est considéré comme fermier, est-ce que c'est le Palais des Congrès qui est considéré comme votre ferme? Oui, c'est ça. Oui, c'est le Palais des Congrès qui est enregistré parce qu'on produit pour plus de 5 000 $ de légumes. Donc, on s'est vendu au traiteur, au Capital Traiteur, qui est traiteur. Donc, le fait qu'on fait un revenu de 5 000 $ en vente de légumes, on peut demander d'avoir le numéro de producteur du MAPAC et nous l'avons eu. Donc, nous sommes reconnus officiellement et nous sommes donc membres de l'UPA. Et lorsqu'on dit qu'on est membre d'un syndicat, ça veut dire qu'on peut être représenté par ce syndicat. Ben oui. Donc, on essaie de faire en sorte d'aller voir l'UPA pour qu'ils reconnaissent l'agriculture urbaine. Ils sont assez ouverts. On parle vraiment au niveau régional, mais l'organisation régionale de l'UPA, qui est le nôtre, je ne veux pas me trompe, mais c'est Outaouais, Laval, Montréal, est vraiment ouvert à discuter, puis ils se rendent compte que l'agriculture urbaine, ça vient aussi des professionnels. Que pendant longtemps, ils pensaient que l'agriculture urbaine, c'est uniquement les potagers. C'est juste un hobby. Oui, c'est ça, juste un hobby. Ça en fait partie. C'est quand même assez important comme dans le mouvement. Mais de plus en plus des gens qui veulent en vivre, qui sont des fermiers comme les autres fermiers, mais qui sont en région. Là, on a décidé d'être en ville. OK. Question personnelle, est-ce qu'on peut le visiter, le toit du Palais des Congrès? Ça arrive, c'est sur réservation. OK. Il y a malheureusement des contraintes parce qu'il faut passer à travers le Palais des Congrès. Okay, oui. Et on ne fait qu'avec les groupes parce que pour nous, c'est des ressources aussi. Parce que pendant longtemps, on répondait à toutes les demandes, mais on ferait des visites à tous les jours si on faisait ça. Donc maintenant, on fait des portes ouvertes 2 fois par année. Et là, les gens, c'est sur Facebook, et c'est 25 personnes maximum pour la visite. Alors, ça se remplit en 25 minutes, et même, je dirais, 25 secondes. Et après ça, il y a des groupes qui nous contactent, et là, en général, on organise quelque chose. Il y a un coût associé, mais on organise un petit espace, donc c'est assez festif. Et durant l'école d'été, il y a toujours une visite du Palais des Congrès à 5 à 7, VIP. Souhaitons-nous une visite un jour, je l'espère. Faudrait y aller. Moi, je vais juste revenir sur le projet de terreau dont tu parlais, parce que tu dis que vous produisez votre propre terreau à partir des déchets, dans le fond, à partir des déchets organiques de la ville. Où est-ce que vous faites ça? Comment? En fin de compte, on a des partenariats. Donc, on a deux partenaires pour faire ça. Donc, Compost Montréal, qui prend la matière organique en ville, qui la composte et qui nous le redonne. Et l'autre, c'est l'entreprise Englobe, qui prend aussi la matière organique de la ville, qui la composte et qui nous redonne le compost. Et nous, après ça, on fait un mélange. On fait des tests. Après ça, on utilise des thés de compost. On fait plein d'expérimentations. Et l'ensemble de nos publications sont disponibles soit sur notre site Internet ou le site du CRETO, donc du Carrefour de recherche d'expertise de transfert en agriculture urbaine, qui est un autre des organismes c'est un mandat qu'on a reçu du MAPAC. Ça porte un autre nom, mais c'est au lab. Donc, on a 2 sites Internet et toutes nos publications sont disponibles gratuitement à cet endroit-là. Donc, nos tests sont là. OK. Là, on mettra les liens sur la page de l'épisode. Là, comme tout. Clairement. Puis, moi, par rapport aux recherches, justement, en fait... une question qu'on avait, c'est que souvent, les rapports de recherche, c'est quand même quelque chose d'assez long, fastidieux. C'est un langage scientifique. Des fois, c'est pas accessible à tous. Puis je me demandais, comme dans votre travail, comment vous faites pour concrétiser ça, mettons, sur le terrain, puis aussi comment le transmettre à la population en général. Ouais. Ça, c'est le T dans le CRETO pour transfert. Oh, voilà. Faut comprendre que le laboratoire est une organisation sans but lucratif, donc on fonctionne un peu différemment des universités en général.
général, et on fait en sorte que nos rapports sont accessibles, compréhensibles, pas bêtes, mais vraiment en disant qu'est-ce qui est important, comment les gens, et qu'est-ce qui est utilisable. Faire des publications scientifiques où les gens ne savent pas faire nos données, ça ne nous intéresse pas. Nous, on donne les recettes, on dit qu'est-ce que ça apporte. Après ça, bien entendu, il y a certaines, comme là, faire du compost avec du compost Montréal, c'est assez technique, c'est plutôt pour les professionnels. Des professionnels autant en service comme les urbainculteurs ou autres, les autres, que pour des professionnels qui sont des fermiers. Mais par ailleurs, on fait aussi des recherches vraiment qui s'adressent plutôt à des citoyens, puis on rend ça disponible de manière graphique aussi. On fait pas, c'est pas des articles scientifiques qu'on fait, c'est des rapports avec des belles photos qui sont accessibles. C'est vraiment important pour nous. Après ça, il y a beaucoup du contenu aussi qu'on va développer ou de la connaissance qu'on va développer, qu'on va transférer par nos plateformes qu'on a citoyennes, Cultive ta ville, Jardiner mon école, qui sont des vecteurs. Et là, on retransforme le contenu pour vraiment le rendre accessible aux besoins des personnes qui sont visées par ces communications-là. Mais c'est un peu un questionnement que j'avais sur pourquoi multiplier les plateformes, tu sais, parce que là, il y a ULAB, il y a le Créteau, il y a Agri-Urbain qu'on n'a pas parlé, qui est plus sur une veille scientifique, il y a Cultive ta ville. Qu'est-ce que ça apporte, en fait, ou qu'est-ce que chacune de ces plateformes a de spécifique? Ouais, je pense qu'en tant qu'organisation, on doit avoir un site Internet. Donc, ça, c'est la première chose. C'est pour ça qu'on a OLAB et le Croteau. Et ça, c'est une demande de nos partenaires, le MAPAC, la Ville de Montréal, l'UQAM et le Palais des Congrès, c'est qu'on ait un site Internet pour le Carrefour qui est séparé d'OLAB. OK. Donc, c'est une réponse. En général, il y a beaucoup de maillage entre les deux, mais c'est des sites Internet qui sont là pour représenter les organisations. Notre organisation, c'est pas là pour le transfert, la diffusion de manière très large. C'est pour ça qu'on a mis en place Cultive ta ville, entre autres. Cultive ta ville, c'est pas les informations qui proviennent d'OLAB, c'est les informations qui proviennent de manière plus large. C'est beaucoup de la vulgarisation aussi, comment partir son jardin, le problème des ravageurs, comment partir sa ruche, quelles sont les bonnes idées ou pas les bonnes idées. On a un truc sur les serres domestiques. Est-ce que c'est possible dans les serres domestiques? Quelles sont les réglementations? Donc là, c'est vraiment de la diffusion de connaissances qui n'ont rien à voir nécessairement avec les activités du laboratoire sur l'agriculture urbaine. Bien entendu, c'est aussi une plateforme de cartographie. Donc, pour nous, on en parlera peut-être après, mais c'est aussi un outil de collecte de données. Mais en même temps, ça donne un visage à l'agriculture urbaine. Lorsqu'on a lancé Cultive ta ville, c'est parce que l'agriculture urbaine n'était pas considérée. On est en 2012, même 2011, puis on s'est dit, il faut donner un visage à l'agriculture urbaine. Montrer que l'agriculture urbaine, c'est plus que ce que les gens pensent. Là, on parlait même pas de ferme, on parlait seulement des jardins domestiques, des jardins collectifs, des jardins communautaires. Les gens savaient que ça existait, mais on n'avait pas un endroit où on mettait sur une carte, plein de points sur une carte, ça parle plus que le dire. Oui, ça a de l'impact. Ça a de l'impact. Donc là, à cette époque-là, c'était Agriculture Montréal. Puis il y avait la consultation qui s'en venait à Montréal. On disait, il faut vraiment faire ce travail-là. Le premier travail qu'on a fait, c'est qu'on l'a fait en vélo, en notant dans un cahier. Et au bout de 6 mois, là, on a fini le rapport. C'est génial. Il y a tant de jardins collectifs, tant de jardins communautaires. Et hop, la vie. Puis là, je dis, oui, mais attends, il y a celui-là, il y a celui-là, il y a celui-là. En fin de compte, en 6 mois, il y avait plein d'autres jardins qui étaient apparus durant l'été. Et là, j'ai dit, mais on ne sera pas capable de suivre. C'est pas possible. Puis il y a toutes les autres initiatives qu'on connaît pas. Il faut vraiment développer quelque chose qui nous permet de faire un suivi, que c'est pas nous qui à chaque fois retournons dans la rue, mais que les gens les inscrivent. Ça marche plus ou moins, c'est la science citoyenne, la science participative, mais relativement, pour les jardins collectifs, tout ce qui est porté par des organismes communautaires, ça va relativement bien. Après ça, les jardins individuels, c'est une autre paire de manches. Oui, ben c'est ça. D'où le projet de recherche actuel, j'imagine. C'est un peu ça l'intérêt. Oui. Si tu veux nous en parler plus... Oui. Excuse-moi, t'as une face de genre. J'allais parler d'autre chose. En fait, j'allais inviter les gens à aller noter leurs initiatives s'ils ont des jardins là, à la maison ou des initiatives communautaires ou quoi que ce soit. En fait, c'était juste pour lancer là, l'appel pour que justement la carte prenne de plus en plus d'ampleur. Ouais, puis Cultive ta ville, on a décidé de passer au Québec parce qu'on se rend compte qu'un site comme ça doit être pan-québécois. Mais en même temps, les villes peuvent avoir leur carte et Québec a sa carte maintenant. Oui, c'est vrai. Alors, puis là, je fais pas un petit concours comme ça. Je pense que Saguenay a plus de jardins que Québec. Alors, faites quelque chose! C'est sûr qu'actuellement, Montréal est très représentatif, mais c'est parce que ça fait longtemps que des jardins sont inscrits. On est rendu à plus de 1300 jardins inscrits à Montréal. Et là, ce qu'on voudrait, c'est que les autres villes montrent qu'ils sont encore mieux que Montréal. Hein? Je suis sûr qu'on est capable de dépasser ça. Sachant que 50% de la population du Québec dit avoir un potager chez eux.
Oui. Alors, Il devrait en avoir pas mal plus que ça sur la carte. Et donc, je reviens à ta question sur ce projet de recherche. Donc là, on a cette carte-là, on voit qu'il y a des choses. Il y a des sondages qui ont été passés à Montréal, puis sur le Québec, où il dit entre 40 et 50% des citoyens, soit de Montréal, soit du Québec, ou de la communauté métropolitaine de Montréal, ont des potagers chez eux. On dit, c'est énorme, là. C'est beaucoup de personnes, ça. Oui. Puis même 50%, ça, c'est un sondage qui a été fait par la Fédération interprofessionnelle d'horticulture du Québec, la FIOC. 50% de la population du Québec, c'est comme 4 millions de personnes. Ça fait beaucoup. Mais mettons qu'il faut enlever les enfants. Bon. Bref, ça fait quand même un gros chiffre. Et là, on s'est dit, faudrait quand même aller voir directement, faire une cartographie de ces potagers-là. Et dans ce nouveau monde de la recherche, on a plein d'outils photosatellites facilement accessibles sur Internet, pour ne pas nommer les entreprises qui gèrent ces sites-là. Mais on peut utiliser ces petits programmes-là et on est capable facilement de voir les piscines dans la cour. Ça, c'est super facile, c'est bleu. Oui. Mais on peut aussi voir les potagers. On peut identifier les potagers. Donc, on a un grand programme de recherche qui est financé par Ouranos, le Fonds vert, l'Institut national de santé publique et le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, pour vraiment regarder qu'est-ce que ça représente, les jardins potagers individuels au niveau de 5 territoires dans la région métropolitaine de Montréal. De voir aussi, est-ce que ça peut avoir un rôle de sécurité alimentaire, est-ce que la superficie est intéressante, c'est quoi? Donc, il y a aussi des sondages qui vont alentour de ça. Et toutes nos données sont accessibles encore sur Internet, sur le réseau, là, agriurbain.hypothèse.org. Et on a cartographié Ville-et-Mort, Côte-Saint-Paul, Montréal-Ouest, Montréal-Nord, Saint-Léonard, Parc Extension, qui vient d'être fini. Et on a aussi fait, quel autre arrondissement qu'on a fait? On a fait un autre, j'oublie. Mais on voit vraiment que c'est pas déjà 42% de la population qui ont des potagers chez eux. Alors là, on se pose la question, sont où les autres? Mais peut-être possiblement que c'est un pot de tomates, un pot avec un plant de tomates dedans, qui, à mon sens, fait partie de l'agriculture urbaine, mais qu'on peut pas voir avec une photo satellite. Ça fait partie du défi. Mais qu'on voit, par exemple, un arrondissement comme Saint-Léonard à Montréal, c'est quand même 20 hectares de jardin chez soi, potager. C'est quand même beaucoup. Oui, c'est vraiment. presque autant que le programme des jardins communautaires de Montréal. Alors, ça, c'est un arrondissement. Saint-Léonard est atypique, je l'avoue. Il y a une forte communauté portugaise, italienne qui sont très, très, très engagés dans l'agriculture urbaine, mais c'est quand même conséquent. Et donc, on a commencé à regarder, à Terrebonne et Chemédé à Laval. Et Longueuil. Et voilà les autres territoires. Parce qu'on voulait un peu sortir de l'île de Montréal quand même. Oui. Là, on va finir Rosemont-Petite-Patrie. Et on pourrait le faire après ça ailleurs parce qu'on a validé cette méthode-là. On connaît l'erreur. On sait que l'erreur, on fait une erreur de sous-estimation parce qu'il y a au moins 16% des jardins qu'on voit pas. Parce qu'ils sont trop petits, ils sont collés à la maison, sont en dessous d'un arbre, on peut pas avoir avec photo satellite. Et ceux qu'on identifie, en général, on se trompe 2%. Wow. Donc, quand on voit un jardin, on sait que c'est un jardin. Il y a différents paramètres. Donc, déjà, l'agriculteur urbain ou la personne qui fait un potager chez soi est très conventionnel. Le potager est carré ou rectangulaire. Il est en fond de la cour. On peut voir les tuteurs des fois, mais il y a des formes très reconnaissables et ça nous aide. Donc, ceux qui sont plus imaginatifs ne nous aident pas. Ceux qui commencent à faire des courbes, à mettre ça avec les autres plantes, à faire des super beaux aménagements, c'est super le fun, mais pour une photo satellite, c'est pas génial. Non, quand c'est intégré dans le plate-bande en avant, non, c'est ça. Mais ça, c'est souvent ce qu'on sous-estime. Mais quand même, 16% de sous-estimation, on n'est toujours pas à 42%. Ben non, c'est mais donc, on est en train de faire tout un sondage, toute une diffusion, on va faire des entrevues pour comprendre, on va faire une enquête nationale qui est actuellement finie, là, on analyse les données sur pourquoi les gens le font, quelle est la superficie qu'ils ont, est-ce qu'ils en ont ou ils en ont pas, parce qu'on veut aussi ceux qui n'ont pas de potager, pourquoi ils en ont pas, ceux qui en ont, pourquoi ils en ont, ceux qui en ont, pourquoi ils arrêteraient, quelles sont les raisons qui les feraient arrêter, et aussi est-ce que les gens sont d'accord d'avoir des poules, des abeilles, est-ce qu'ils sont d'accord qu'on commence à faire de l'aménagement dans les parcs publics, est-ce qu'ils sont d'accord d'avoir des fermes urbaines alentour de chez eux, donc on pose d'autres questions urbanistique, puis on pose aussi des questions sur leur propre consommation d'aliments.
OK. Donc, Ouais, on c'est essaie de faire très un large. lien avec l'alimentation, comment on s'alimente, est-ce qu'on est en sécurité alimentaire, on fait un potager, est-ce qu'on est propriétaire, on a un potager, est-ce que les locataires ont aussi des potagers ou moins? Mais c'est ça, j'étais en train de réfléchir en même temps, parce que j'ai répondu effectivement à ce sondage-là, puis moi, tu sais, je parlais de mon jardin sur balcon, puis je me demandais si vous étiez capable d'y voir, les jardins sur balcon, dans votre enquête, parce que les Dans une étages, tour à les uns condo, par-dessus c'est les ça? autres, ça commence à être compliqué. En fait, ça dépend de ton balcon. Si ton balcon Ouais. est sur le toit, oui. Ouais, c'est ça. Mais non, un balcon de devant de maison, on peut pas les voir. Ouais, c'est ça. Non. Mm. Alors, on peut réussir à avoir des potagers de 1 mètre carré. Mais il même. faut vraiment que ça soit dégagé. Si c'est collé au bâtiment, on peut pas le voir. Parce qu'il y a l'ombre du bâtiment, Ouais. il y a d'autres effets qui font en sorte qu'on peut pas les voir. Et l'autre défi, on travaille avec des photos satellites. Donc, Ouais. les photos satellites sont pas nécessairement de l'année. Ouais. Ils datent de 3 ans. Effectivement. Alors, quand on faisait, parce qu'on a tout validé nos points, on a fait un échantillonnage aléatoire pour aller valider des points. Donc, on validait 20% des points qu'on voyait, ce qui est déjà énorme. Ben ouais. Parce que dans certains arrondissements, c'est des milliers de jardins. Ça fait quand même des centaines. Et le défi qu'on avait, entre autres, un défi qu'on a eu à Longueuil, c'est qu'on arrivait pour visiter et il y a une rue où toutes les maisons étaient à vendre ou presque. Bien entendu, il n'y avait pas de potager. Mais on voyait l'espace potager derrière. Ouais. Mais il y avait plus de potager parce que ça faisait 3 ans. Et d'autres endroits, des endroits, c'est l'inverse. On arrivait puis il y avait pas de potager parce qu'on vérifiait aussi chaque côté des potagers identifiés, voir si les terrains en avaient ou en avaient pas pour savoir si on les avait vus ou on les avait pas vus. Bien certains endroits, on voyait, il y avait une piscine puis la piscine n'était plus là puis il y avait un potager à la place. Alors, il y a des bons coups comme ça, mais c'est sûr qu'on travaille sur des photos qui datent de 3-4 ans. Donc, ça fait partie d'une réalité. Mais ce qu'on veut, c'est pas nécessaire. Dans cette recherche-là, on veut pas identifier la réalité actuellement. On veut, à un moment donné, de voir à quoi ça ressemble. Faut bien arrêter à un moment donné. C'est là, ça. sinon Puis on se dit que ça a évolué. évolué, puis on peut pas dire qu'actuellement 30% de la population pratique l'agriculture urbaine, mais on pourrait dire voici 4 ans, il y avait tant de personnes, par exemple à Saint-Léonard, 30% des personnes voici 4 ans avaient un potager dans leur cour arrière. Mais si votre méthode est validée, dans le fond, on pourrait comme presque imaginer que ça pourrait être étendu comme projet de recherche à presque tout le Québec. Si c'est, peut-être que j'exagère. Sur tout le Québec, En fait, mais ça prend du temps, puis ça prend aussi la qualité des photos. Ah oui, ça vous. OK. Oui, parce que il me semble qu'avoir regardé un peu sur Québec et les photos satellites au-dessus de Québec, je sais pas ce qui se passe, peut-être parce que c'est le gouvernement qui est présent, mais la qualité est moins bonne. Ouais, mais c'est vrai que puis non, dans des plus petites Victoriaville, villes, on a essayé, c'est pas possible parce C'est que la ça. qualité est pas suffisante. Ah, OK. Parce que la qualité la qualité de la photo au satellite n'est pas la même selon l'endroit où on se trouve. Mais on pourrait le faire. On a prévu de le faire avec des partenaires à Nantes, en France. Et on a regardé, c'est possible de le faire. Là, il faudrait que je me fasse accompagner par une personne qui connaît mieux je pense, la culture du potager en France. Parce qu'ici, c'était moi, œil de lynx. J'ai passé à travers toutes les cartes pour valider, savoir. Et on sait, au Québec, le potager en ville, il est dans la cour arrière, il est carré. Oui. La question, c'est est-ce qu'en France, il est toujours dans la cour arrière ou pas? Est-ce qu'il est en carré? Est-ce qu'il est autrement? Donc ça, il y a plus de ce qu'on voit. Et après ça, ici, OK, est-ce que c'est fortement des chances que ce soit un potager ou c'est plus de chances que ce soit des fleurs? Et ça, ça prend une connaissance plus fine de l'endroit où on est. Mais je pense qu'en France, pour connaître de ce que je connais de la France, ils sont un peu comme nous. Ouais, c'est dans la cour arrière, avec un beau carré, bien déterminé, assis pas à l'ombre. Tu sais, les agriculteurs urbains, les gens qui ont des potagers, quand même, sont logiques. Là. Faut être efficace. C'est vraiment au soleil. Et après ça, le devant des maisons, ça reste assez anecdotique. Au Québec, tout du moins. Puis ce qu'on se rend compte, c'est que les gens qui ont des potagers en avant, en général, c'est aussi on veut marquer le territoire, on veut montrer qu'on fait de l'agriculture urbaine. Oui. Hein? Puis là, c'est politique. C'est presque un statement. C'est en plein ça, pour ne pas le dire, parce que j'avais ce mot-là dans la tête en me disant, c'est pas très français. Je l'ai dit. Oui, c'est ça. Et on le voit, je travaille avec un chercheur, Nathan McClintock, de Portland State University, et il a vraiment, lui, a regardé à Portland, puis vraiment, c'est ça. C'est les gens qui font leur potager en avant, c'est un acte politique. Je montre que je fais ma propre alimentation, que je suis écologique et que je change la ville. Alors, c'est toute une autre dynamique, un autre type de population, souvent éduquée, très politisée. Dans le cours arrière, c'est plutôt des gens plus en retrait, qui vont peut-être le faire beaucoup plus pour la question alimentaire, question de famille. Donc, c'est vraiment, c'est ça. C'est intéressant, cette recherche-là nous permet de faire ressortir ce genre de différence-là.
Tout à fait. Mais j'allais poser une très grande question générale là, et prendre un pas de recul, mais c'est quoi l'intérêt d'étudier l'agriculture urbaine au fond? Qu'est-ce qu'on recherche en étudiant ce sujet-là? Oh là, bonne question là. Silence, je réfléchis. Mais en fin de compte, je pense qu'il y a plusieurs choses. C'est l'agriculture urbaine. Pourquoi personnellement l'agriculture urbaine m'intéresse, c'est parce que grâce à l'agriculture urbaine, on travaille sur plein de choses. On va travailler sur l'humain, sur la santé, on va travailler sur la plante, on va travailler sur l'écologie, la biodiversité, on va travailler sur l'intervention sociale pour les personnes vulnérables. Ce que j'ai pas mentionné au laboratoire, on est très ancré sur notre socialement. Ça veut dire que dans tous nos projets, on essaie toujours d'intégrer des personnes ou une dimension sociale qui n'est pas nécessairement partie de la recherche. Okay. Sur le Palais des Congrès, l'année passée, il y a 6 personnes en situation d'itinérance qui sont venues, 3 femmes, 3 hommes, qui étaient impliqués dans le projet de recherche. En fin de compte, ils ont planté le basilic, ils ont cueilli le basilic, ils ont transformé le basilic, ils en ont fait du pesto solidaire au Reine-Élisabeth, s'il vous plaît, dans la cuisine du Reine-Élisabeth avec le chef du Reine-Élisabeth, puis ils ont même visité la fameuse suite du Bed-In de Yoko Ono et John Lennon. Alors là, des personnes en situation d'itinérance qui ont vécu ça, pour eux, c'est incroyable. Les pots ont été vendus par la Reine-Élisabeth dans leur ça s'appelle le marché de l'artisan, dans leur magasin, et les profits ont servi à acheter des légumes que ces personnes-là ont ramené à leur organisme. Donc ça, c'est des choses dans le cadre de nos recherches qu'on essaie toujours de faire le plus possible, c'est d'intégrer des dimensions d'intervention quelque part. Là, cet été, on va le faire avec des jeunes potentiellement décrocheurs. Ils vont venir travailler sur un conteneur qu'on a de production qui sont en plein cœur des habitations Jeanne-Mance. Okay. Donc, un complexe d'habitation primodique, un des plus importants à Montréal, mais même au Québec. Et ils vont venir travailler avec nous. Et c'est eux qui vont s'occuper de valoriser, vendre, ça va être à leur choix, la production alimentaire, qui nous intéresse peu. Enfin, on n'a pas d'intérêt à faire de l'argent avec cette production-là, mais pour eux, c'est leur projet de dire, j'ai cet aliment-là, je l'ai aidé à cultiver, c'est un projet de recherche, mais là, moi, il faut que je prenne ça, puis il faut que je fasse quelque chose. Est-ce que je suis capable de vivre de ça? Je pense pas qu'ils peuvent vivre avec si peu de production, mais quand même, c'est le défi de se dire, pas parce que tu produis des légumes que tu vas le vendre, comment tu vas le vendre, quel marketing que tu vas faire alentour. Donc, il y a toute cette réflexion-là qu'on essaie d'intégrer. C'est peut-être pour ça que je travaille en agriculture urbaine. Parce qu'on revient sur la question de base. Et l'agriculture urbaine aussi, c'est une façon de transformer la société. Transformer les questions alimentaires, l'alimentation en soi, parce que c'est faire prendre conscience aux gens où est produit comment ça prend du temps, produire l'alimentation, que peut-être on paie vraiment pas cher nos carottes et nos autres légumes, que des fois on peut tout perdre. C'est pas parce que tu mets de l'ail en terre que tu vas avoir une belle gousse d'ail. Des fois, elle est vraiment pas belle. Des fois, tu vas tout perdre. Le poireau, entre autres, les concombres. Je vais dire, mais les concombres, c'est facile. Puis, quand ça, j'ai pas de concombres? Parce qu'il y a des ravageurs qui existent. Il faut l'apprendre. Donc, il y a toutes des choses comme ça. Ça me permet de travailler sur le système alimentaire, puis ça me permet de travailler aussi sur la ville. Changer la ville, faire en sorte que la ville est plus viable. Donc, je pense que c'est des aspects multidisciplinaires. Puis de ce qu'on comprend de ton parcours au départ, c'est une manière d'être, pour une personne curieuse, c'est vraiment un domaine qui touche justement à plein de choses, fait que ça permet de s'intéresser longtemps, parce que... Oui, d'intéresser longtemps, de me diversifier et peut-être de finir ma carrière sur cette question-là, je pense. Mais depuis ça fait 10 ans quand même qu'on y travaille, on a commencé vraiment avec les jardins collectifs, les jardins communautaires. Après ça, on est passé, on se dit, il y a un intérêt sur les jardins domestiques. On a commencé à faire des événementiels, on a commencé à faire de la transformation, puis on dire, on pourrait travailler sur les fermes urbaines. Et donc là, actuellement, depuis 2 ans, on travaille presque uniquement sur les fermes urbaines. Alors, les fermes urbaines, là, c'est de l'innovation, c'est du monde avec des idées complètement folles. Tu dis, comment on va faire? Mais des fois, tu dis, mais il faut pas se dire que ça va pas marcher. Peut-être que ça va être dur les premières années, mais peut-être que dans 30 ans, ça va être l'idée du siècle. J'espère avant pour la personne. Mais il y a des défis comme ça qui est lancé. Du toit à la table, par exemple, qui est à Québec. Dans la nouvelle, on m'appelle, un journaliste qui veut me parler, il va avoir une ferme de 3 hectares sur un toit à Québec. Je suis comme, wow! Défi à relever, folie pour la personne qui le porte. Moi, je suis chercheur derrière, c'est plus facile. Regardez ça, vas-y, mais il y a quand même quelque chose à faire, il y a un travail à faire et
les agriculteurs urbains, les fermiers urbains actuellement, c'est tous du monde comme ça, qui sont passionnés et qui veulent changer des choses, qui ont des rêves. Qui n'ont pas peur de se lancer dans Qui n'ont des pas peur projets. de se lancer. Des fois, tu te dis, bon, on va te mettre une petite corde pour t'attacher, pour te ramener. Il y a de l'apprentissage. Nous, on a de l'apprentissage qu'on transfère pour éviter que les gens sautent dans le vide sans filet. Nous, on place des filets. Ça veut pas dire que le filet va tenir à tout, mais éviter les grosses catastrophes et s'écraser au sol triste et malheureux parce que ça n'a pas marché. C'est trop ça qui est dommage. Mais je pense qu'on voit des choses en technologie, des choses grandioses comme 3 hectares de toit, des choses plus petites, des nouvelles formes, des insectes. Actuellement, c'est vraiment la folie des insectes. Tout à fait. Il y a quelque chose à faire. Comme il en était question dans notre dernier épisode, d'ailleurs, que je vous oui, invite voilà. à aller écouter. Et puis la question des insectes, est-ce que c'est pour l'alimentation humaine? Est-ce que c'est pour le compost? Il y a plein d'avenues à réfléchir. Et c'est ça qui est le fun avec l'agriculture urbaine, c'est que des fois, on parle d'alimentation, mais on peut parler d'autres choses. Ben oui. Et voici 10 ans, on n'en parlait pas, mais moi, je dis toujours, vous savez, au MAPAC, au ministère de l'Agriculture au Québec, il y a des choses qui sont pas du tout alimentaires, qui font partie de l'agriculture. Alors, l'agriculture urbaine, elle doit absolument se restreindre à l'alimentaire ou elle peut avoir autre chose. Est-ce que la décontamination des sols par le sol ne serait pas de l'agriculture urbaine? Pour le MAPAC, ça l'est. OK. Ah, Ben oui, la production de saule, c'est de l'osier, tu peux faire d'autres choses avec. C'est une belle biomasse. C'est une biomasse, ça rentre là. Donc, il y a des réflexions à avoir. Les fleurs, les fleurs coupées, là, pas les fleurs comestibles. Les fleurs coupées, c'est pas comestible. Mais c'est quand même de l'agriculture urbaine parce que c'est tout ce qui est fleurs, horticulture relève du MAPAC aussi. Donc, en agriculture urbaine, on se restreint en disant non, c'est que de l'alimentation. Ben, c'est vrai que c'est souvent décrit comme ça. Oui. Ouais. Mais je pense que c'est plus que ça. Puis quand on va en Afrique, et là, peut-être qu'on peut se baser sur les recherches ou les activités qui se font dans les pays en développement. Mais en Afrique, la foresterie fait partie de l'agriculture urbaine. Les fleurs coupées font partie de l'agriculture urbaine. Les fleurs décoratives en pot font partie de l'agriculture urbaine. Alors, toute culture, bref, oui. Alors, pourquoi pas ici? Puis après ça, on n'a pas parlé des arbres fruitiers, des aménagements fruitiers. Puis il y a plein de questions, plein de défis. Et ce qui est le fun dans l'agriculture urbaine, c'est que tout le monde veut travailler là-dessus actuellement. Alors, c'est quand même en vogue. Tout le monde arrive avec des idées plus différentes les unes que les autres. Est-ce que vous pouvez nous aider à faire ça? C'est comme, nouveau truc. C'est le fun. Ce qu'on aime moins seulement, c'est des fois, on reçoit des gens qui nous appellent, qui veulent qu'on reproduise toujours la même chose. Alors, on prend le rapport qu'on vient de faire, on leur envoie, on dit, regardez, ça a été fait, inspirez-vous là, on va pas le refaire. Parce que c'est un peu ça aussi, le danger d'être une organisation comme ça, c'est toujours faire la même chose, de pas se renouveler. En agriculture urbaine, je pense qu'on a encore du chemin à faire avant de pas se renouveler. Oui. C'est drôle parce que une de nos dernières questions, c'est un peu ta vision du futur pour l'agriculture urbaine, mais je pense que tu viens quand même de décrire ça de façon très éloquente. En fait, il y a pas de fin. Puis... non, j'espère qu'il n'y a pas de fin. C'est difficile à prédire, justement, parce qu'il y a tellement d'innovation. Mais la fin, c'est quand que l'agriculture urbaine va être vraiment bien implantée dans toutes ses formes et qu'on va pouvoir se maintenir aussi. Parce que on sait au niveau historique, l'agriculture urbaine, ça a toujours été des cycles, souvent reliés à des crises économiques, à des guerres, entre autres, Première Guerre, Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu une recrudescence de l'agriculture urbaine, puis après ça a disparu. Lorsqu'on a commencé... à travailler sur l'agriculture urbaine, tous les journalistes nous disaient « Ah non, c'est une mode, ça va disparaître. » Bon, la mode a plus de 10 ans déjà. Ça existe. Le terme agriculture urbaine date des années 96. En 1996, à peu près, peut-être un peu avant, donc c'est pas si vieux que ça. Mais ça existait avant. L'agriculture urbaine est vieux comme le monde. Enfin, l'agriculture urbaine est aussi vieille que la ville. Parce que la ville a été créée parce qu'on a commencé à faire de l'agriculture. Mais ce qu'on peut actuellement voir depuis fin des années 90, au début on disait ça va disparaître, ça va arrêter. Ben non, je pense que non, parce que justement c'est pas porté par un seul mouvement, c'est porté par le mouvement de l'alimentation, de l'intervention sociale, de l'environnement. Il y a du monde qui font des potagers seulement pour embellir puis pour la biodiversité. Puis ils disent tant qu'à faire, on va faire des potagers, ça va nourrir les gens en plus. Donc c'est une nouvelle façon d'appréhender l'aménagement. Donc la fin, ça va arriver quand il n'y aura plus d'espace du tout. Mais on a encore beaucoup d'espace. Il y a des toits. Quand on sait qu'à Paris, il y a 300 hectares de toits à mettre en toit vert, Montréal, Québec et compagnie, je pense qu'il y a des toits verts, il y en a en quantité à mettre. Puis il y a tous les espaces interstitiels qu'on peut retrouver un peu à droite, à gauche.
Donc, il y a encore beaucoup de choses. Puis, je pense, des choses qu'on n'a pas encore abordées ou qu'on n'a pas encore vues, qui vont s'en venir. Les insectes, on n'en parlait pas. Voici la production de champignons en ville, on n'en parlait pas voici aussi quelques années. Donc, il y a plein de choses qui vont arriver, qu'on n'a pas pensé. Je sais qu'on commence à travailler sur les algues, entre autres la production d'algues en ville, intégrées dans les bâtiments. Donc, il y a plein de choses qui vont modifier notre vision de la ville et de l'alimentation. Mais je dirais qu'il y a tout un autre champ qui rouvre là, je pense, dans la vision, c'est qu'il faut pas oublier que il y a toute une production alimentaire à l'extérieur de la ville. Oui. Et une production alimentaire qu'on veut de plus en plus durable, viable, écologique, si c'est pas certifié biologique. Et elle existe et elle est importante aussi. Et je pense qu'il faut penser une agriculture urbaine qui est en maillage, qui est en synergie avec elle. Et l'agriculture urbaine peut être un moteur économique ou d'entrée de ces produits-là vers la ville, parce que qui est en contact avec les citoyens? C'est souvent les fermiers urbains. C'est souvent les personnes qui travaillent en agriculture urbaine. On est ancré dans la ville, on connaît les personnes, donc on peut vraiment jouer un rôle. Ce rôle-là devra être réfléchi, devra être documenté. À Montréal, un des exemples, c'est les fermes Loufa. Les fermes Loufa, c'est 20 000 paniers par semaine. C'est énorme. C'est gigantesque. Ça, c'est énorme. Dans ce panier-là, il y a 20% de leur production, 80% de producteurs biologiques du Québec. C'est un vecteur de mise en marché incroyable. De ça, il faut seulement que les pouvoirs publics, que collectivement, on se dise comment on régule ça, parce que ça doit être aussi équitable. Et là, je dis pas que actuellement c'est pas équitable, mais à long terme, est-ce qu'on peut pas avoir si on laisse le libre marché faire, on pourrait avoir une distorsion du marché où finalement en ville, ce qui est vraiment génial à produire en ville, c'est les aubergines, les piments forts et autres, tout ce qui est faire de valeur ajoutée. Et ce qu'on produit pas, c'est les patates, les carottes, les fèves, tout ce qui prend beaucoup d'espace ou qui a pas de valeur ajoutée. Alors, il faut quand même être équitable. Il faut pas laisser en périphérie tout ce qui est pas rentable, puis garder en ville tout ce qui est rentable. Même chose pour les champignons, c'est hyper rentable. Les micro-pousses, c'est super, c'est super rentable. C'est une autre production qu'on parlait pas voici quelques années. Donc, il va y avoir une réflexion sur des nouveaux systèmes alimentaires, des nouvelles cohésions sociales avec l'alimentation pour finalement que collectivement, on puisse avancer et que pas il y ait des perdants au fil. Nous, on veut gagner, enfin, personnellement, en tant qu'agriculteur urbain, je veux gagner dans mon milieu de vie parce que je veux pouvoir, et c'est une discussion que j'avais avec un ami qui a une ferme, puis il lui disait, moi, j'aime bien le soir me mettre sur mon balcon, me bercer dans ma chaise berçante avec ma bière, puis de regarder mon beau paysage. Puis je dis, tu sais quoi, j'ai la même envie que toi, mais moi, je veux le faire sur mon balcon à Pointe-Saint-Charles, à Montréal, en plein cœur de la ville, cœur industriel. J'aimerais pouvoir m'asseoir sur mon balcon puis voir ma ferme. Qui va être sur un toit, qui va être vert, qui va être autrement, mais c'est un peu ça. On a les mêmes objectifs et on n'est pas en concurrence. Il faut seulement s'entraider. Il faut une compréhension mutuelle autant d'un côté que de l'autre parce que je pense que ça joue des deux côtés. Oui. Est-ce que j'ai répondu à la question sur la vision? Clairement, mais en fait, je pense que oui, le futur est à nous, coudonc. Oui, ça, c'est ma fille qui me dit ça. Puis justement, au départ, tu as parlé de l'école d'été d'agriculture urbaine, puis dans le fond, on dit que c'est une thématique là, qui est très, très, très en vogue, puis qui est pour rester. Donc, je sais pas si tu voulais en glisser un mot pour les gens qui seraient intéressés de se plonger là, pour une bonne semaine dans cet univers-là. Je pense que ça vaut la peine. Ouais, l'école d'été, c'est la 11e édition. On est un peu fou, c'est la 11e édition. Édition en France, ils en ont fait... ça changeait d'une ville à l'autre. Bruxelles, après 2, ils ont dit non, c'est trop fou. Nous, on est rendu à la 11e. C'est fin août, donc vous allez sur le site Internet pour vous inscrire. Cette année, la thématique, c'est les jardins pédagogiques. Oui. Enfin, c'est l'éducation, de manière générale, en agriculture urbaine. Ça regroupe en général 200 personnes. Et c'est une école d'été. C'est pas un lieu où on va s'asseoir derrière un bureau puis on va faire des examens et apprendre. C'est vraiment un lieu de réseautage, de rencontre. C'est des panels, c'est de rencontrer des gens qui pratiquent l'agriculture urbaine, faire des visites, de rencontrer d'autres personnes qui le font parce que les 200 personnes qui viennent, en général, annuellement, c'est des gens qui pratiquent l'agriculture urbaine. Et au fil des ans, ce qu'on se rend compte, c'est que c'est quand même plus de 2000 personnes là, qui sont passées à l'école d'été. Et c'est maintenant rendu des professionnels un peu partout. En agriculture urbaine, souvent à Paris, à Bruxelles,
à Genève. La personne pendant longtemps responsable de l'agriculture urbaine à Genève provenait de l'école d'été. Enfin, c'est un des cofondateurs de l'école d'été. Quelqu'un aux États-Unis, etc. Donc, c'est tout un réseau qui se crée aussi, les gens se rencontrent, développent des nouvelles idées. Certains des personnes qu'on incube sont passés à l'école d'été. De là, après une semaine, ils ont dit « je veux faire ça ». Des gens qui ont parti des jardins pédagogiques et maintenant sont exemplaires, qui sont venus à l'école d'été, puis ils savaient pas trop, ils avaient des idées, ils savaient pas trop. À l'école d'été, ils ont parlé à d'autres personnes, ils ont vu des panélistes, ils ont vu des projets, ils ont dit « ah, je sais ce que je veux faire ». Ils ont parti leur projet. Donc, c'est un peu l'idée de l'école d'été. C'est vraiment comme un incubateur où les gens se rencontrent puis partagent leurs idées ou viennent seulement s'informer puis regardent ce qui se passe pour, après ça, peut-être dans 5 ans, le refaire. Il y a certains qui le font plusieurs fois. Oui. Le record, c'est 5 fois. Wow! Ben c'est ça, moi j'ai déjà participé une année, puis c'est ça, c'est comme si tous les gens qui venaient avaient comme une idée déjà. C'est comme s'il y avait un projet latent, puis ils venaient valider des choses ou voir si est-ce que je suis toute seule à penser ça, est-ce qu'il y a d'autres gens qui veulent embarquer avec moi, puis tu sais c'est super éclaté parce que justement les visites, on parcourt la ville, les panels, des gens de partout dans le monde. Fait que tu sais c'est comme édifiant là de voir ça, ça l'encourage dans le fond à aller dans ce mouvement-là encore plus, moi je trouve là. Fait que je vous encourage à aller vous inscrire vraiment. Là, là, j'ai d'apprendre qu'elle est venue parce que là, malheureusement, on est plus capable de se souvenir, mais je me souviens que dans la première édition, il y avait Marie Ezaman. Oui, Les urbainculteurs commençaient. Et là, c'était vraiment, tout le monde était comme, hey gang, on sait pas ce qu'on fait, mais on y croit à l'agriculture urbaine, on va faire quelque chose pendant une semaine ensemble. Ça a fini très tard, le vendredi soir, où on avait la présentation des projets. Ah là là, mémoire. Et je pense que Marie, c'est l'une des dernières à avoir présenté, qui était vraiment tard. Mais c'était pas de sa faute, c'était les autres avant qu'elle ait pris trop de temps. Merci beaucoup, Éric. En fait, j'inviterais, dans le fond, tous les gens à aller visiter les plateformes Cultive ta ville, agriurbain.hypothèse.org, Jardiner mon école pour plus des écoles, et l'école sur l'agriculture urbaine, c'est école-sur-agriculture-urbaine.org, ORG. Oui. Mais il va mettre le lien. Oui, on va mettre tous ces liens. Au Lab Croteau, etc. Oui, tout va être là. Et les autres, tous les autres sites, tous les autres beaux projets, il faut visiter à travers le Québec et à travers le monde. Vous tapez agriculture urbaine, après ça, on a plein de sites. Oui, ça explose. Plein de sites. Ça ouvre tout un univers. Mais merci beaucoup. Merci. C'est un plaisir. Bye bye. Bon. Alors, si vous voulez nous encourager et contribuer au succès du podcast, vous pouvez devenir membre des Urbainculteurs. Vous bénéficierez de différents avantages et vous nous donnerez un bon coup de pouce du même coup parce qu'en tant qu'OBNL autofinancé, ça veut dire qu'on reçoit pas ou très peu de subventions. Votre appui financier nous permet de couvrir une partie des frais de production de l'émission. Donc, si ça vous parle, rendez-vous sur urbainculteur.org sous l'onglet « S'impliquer ». On vous invite aussi à vous abonner au podcast pour que les nouveaux épisodes vous apparaissent dès leur sortie. Parlez du podcast à vos proches aussi, puis laissez-nous donc des bonnes notes, puis des avis sur Apple Podcasts ou la plateforme que vous utilisez pour nous écouter. Puis en terminant, on vous invite aussi à suivre les Urbainculteurs sur Facebook et Instagram, @lesurbainculteurs avec un S à la fin, à vous abonner à notre infolettre via la page d'accueil de notre site web, puis à jeter un œil à notre calendrier d'activités aussi qui est disponible sur l'onglet à propos de notre site web. Encore une fois, un gros merci de nous avoir écoutés. Merci aussi à Éric Duchemin de nous avoir éclairé encore plus sur l'agriculture urbaine. Vous trouverez, comme d'habitude, les liens pertinents sur la page de l'épisode, sur notre site web toujours. On vous invite également à inscrire vos jardins ou autres projets d'agriculture urbaine sur le site Cultive ta ville. Puis, si l'école d'agriculture urbaine vous intéresse toujours, vous pouvez vous inscrire. Ça sera du 19 au 23 août 2019. On se retrouve dans 2 semaines. Bye bye. Salut!